Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Maëla était en classe terminale. Une fille calme, studieuse, sans problème. Le genre d'élève que les professeurs adorent et que les parents citent en exemple. Elle passait ses journées entre les cours, la bibliothèque et la maison familiale. Sa vie était simple, prévisible, presque routinière. Ses notes étaient excellentes. Ses professeurs la félicitaient régulièrement. Elle avait quelques amis, mais rien de très profond. Des relations cordiales, sans plus. Maëla préférait se concentrer sur ses études. Elle avait des objectifs clairs pour son avenir et comptait bien les atteindre. Mais voilà, la vie a parfois cette façon cruelle de tout bouleverser en un instant. Ce matin de septembre allait marquer le début d'un cauchemar dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Ce jour-là, une nouvelle élève est entrée dans la classe, Soraya. Belle a coupé le souffle, avec cette assurance qui fait tourner toutes les têtes dès le premier regard. Elle portait des vêtements de marque, des accessoires qui coûtaient probablement plus cher que le salaire mensuel d'un employé moyen. Son sourire était éclatant, ses cheveux parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. Une aura de richesse et de sophistication l'entourait comme un parfum capiteux. En quelques heures à peine, elle était déjà devenue le centre d'attention de toute la classe. Les filles voulaient devenir ses amies. Les garçons se bousculaient pour attirer son attention. Tout le monde voulait être dans son cercle rapproché. Sauf Maëla. Elle observait de loin cette nouvelle venue avec une certaine méfiance instinctive. Trop parfaite, trop charismatique, trop tout. Il y avait quelque chose de dérangeant dans cette perfection. Quelque chose qui sonnait faux. Maëla préférait garder ses distances et continuer sa vie tranquille. Elle avait ses propres préoccupations de toute façon. Notamment cette rupture récente avec son petit ami qui lui pesait encore lourdement sur le cœur. Elle avait cru à cette relation. Elle s'était investie émotionnellement. Et la séparation l'avait laissée blessée, vulnérable. Elle se sentait seule, abandonnée, en manque d'affection. Mais Soraya avait d'autres plans pour elle. Un après-midi ensoleillé, alors que Maëla était seule dans un coin reculé de la cour, perdue dans ses pensées mélancoliques, Soraya s'est approchée d'elle. Son sourire était chaleureux, ses yeux pétillants de bienveillance apparente. Elle a commencé par un compliment sincère sur la robe que portait Maëla. Puis la conversation a coulé naturellement, comme si elle se connaissait depuis toujours. Soraya savait exactement quoi dire, comment dire les choses. Elle avait ce don rare de mettre les gens à l'aise instantanément. Maëla, surprise par tant d'attention, a progressivement baissé sa garde. Après tout, cette fille semblait vraiment sympa et authentique. Et puis, elle avait désespérément besoin de compagnie, d'une oreille attentive pour oublier son ex et penser ses blessures émotionnelles. Les semaines ont passé comme dans un rêve. L'amitié s'est installée doucement, puis intensifiée à une vitesse surprenante. Soraya était toujours là, présente à chaque instant, attentionnée jusqu'à l'obsession. Elle donnait des surnoms affectueux à Maëla, l'appelait « mon ange », ma perle rare. Elle lui offrait régulièrement des cadeaux coûteux, des bijoux, des parfums, des vêtements de marque. Elle partageait ses secrets les plus intimes, créant une impression de confiance absolue. Maëla se sentait spéciale, choisie parmi toutes les autres. Leur lien est devenu fusionnel, presque exclusif. Elles passaient chaque minute libre ensemble. Soraya était devenue le centre de la vie de Maëla, sa confidente, sa meilleure amie, celle qui comprenait tout sans qu'elle ait besoin d'expliquer. Les autres élèves commençaient d'ailleurs à jaser. Certains trouvaient leur relation étrangement intense, presque malsaine, mais Maëla n'en avait cure. Elle était heureuse, enfin. Elle avait trouvé quelqu'un qui l'aimait vraiment, qui se souciait d'elle. Puis, par un matin glacial de novembre, Maëla s'est réveillée avec une forte fièvre qui lui brûlait le corps. Sa peau était brûlante au toucher. Sa tête tournait dangereusement. Elle tremblait de tous ses membres, incapable de se lever. Sa mère, Natacha, l'a immédiatement emmenée à l'hôpital, le cœur serré d'angoisse. Les médecins l'ont examinée longuement, ont fait des analyses approfondies. Le diagnostic est finalement tombé comme un coup de massue. Typhoïde. Une maladie grave qui nécessitait un traitement immédiat et un repos absolu. Maëla a dû rester alitée pendant plusieurs jours, sous surveillance médicale stricte. Soraya n'a pas tardé à venir lui rendre visite à la maison familiale. Elle est arrivée en fin d'après-midi, les bras chargés de fleurs magnifiques, de chocolat fin importé, son sourire habituel illuminant son visage. Elle semblait sincèrement inquiète pour son amie.
Mais dès qu'elle a franchi le seuil de la maison, quelque chose d'imperceptible mais tangible a changé dans l'atmosphère. L'air est devenu plus lourd, plus oppressant. Natacha, qui s'apprêtait à accueillir la visiteuse chaleureusement, a ressenti un malaise immédiat et inexplicable. Un frisson glacial lui a parcouru l'échine, comme si une présence malveillante venait de pénétrer dans son foyer. Cette fille, si belle et si polie en apparence, dégageait quelque chose de profondément dérangeant, de malsain. Natacha ne savait pas l'expliquer rationnellement. Elle n'avait aucune preuve concrète. Mais son instinct maternel hurlait, un avertissement puissant. Quelque chose n'allait pas avec cette Soraya. Vraiment pas. Pendant toute la durée de la visite, Natacha est restée dans le salon, observant discrètement la jeune fille. Son comportement semblait normal, ses paroles étaient appropriées. Mais il y avait quelque chose dans son regard. Une lueur étrange qui apparaissait furtivement avant de disparaître aussitôt. Après le départ de Soraya, alors que le soleil se couchait à l'horizon, Natacha a pris son courage à deux mains et a confronté sa fille dans sa chambre. « Je ne veux plus que cette fille mette les pieds ici. Plus jamais. Maman, qu'est-ce que tu racontes ?» s'est exclamée Maëla, abasourdie. « C'est ma meilleure amie. Je ne sais pas ce qu'elle a exactement, mais elle me met profondément mal à l'aise. Il y a quelque chose de malsain autour d'elle. Éloigne-toi d'elle, je t'en supplie. Tu es complètement injuste. Elle n'a rien fait de mal. Tu la juges sans même la connaître. Une mère sans ces choses-là, Maëla. Fais-moi confiance. Non. Tu es jalouse parce que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me comprend vraiment. » La dispute a éclaté violemment. Des mots durs ont été échangés. Des larmes ont coulé. Maëla, blessée et en colère contre ce qu'elle percevait comme une injustice flagrante, a catégoriquement refusé de couper les ponts avec Soraya. Comment sa mère pouvait-elle juger quelqu'un qu'elle connaissait à peine? C'était ridicule, absurde, injuste. Elle ne laisserait personne détruire l'amitié la plus importante de sa vie. Natacha, le cœur brisé, a compris qu'elle ne pourrait pas gagner cette bataille. Sa fille était déjà trop attachée, mais elle a décidé de rester vigilante, de surveiller de près cette amitié qui lui paraissait toxique. Quelques semaines plus tard, complètement rétablie de sa typhoïde, Maëla a repris les cours avec enthousiasme. Loin d'affaiblir leur amitié, la maladie l'avait encore renforcée. Soraya était devenue encore plus présente, encore plus protectrice. Elle veillait sur Maëla comme une grande sœur, ou plutôt comme quelqu'un qui surveille jalousement sa possession la plus précieuse. Un jour de décembre, alors qu'elles déjeunaient ensemble à la cafétéria, Soraya a eu une idée qu'elle a présentée avec enthousiasme. « Tu sais quoi? On devrait sceller notre amitié avec quelque chose de vraiment spécial. »« Comment ça? » a demandé Maëla, intriguée. « 2 chaînes personnalisées, une pour toi, une pour moi, avec nos prénoms gravés dessus. Comme ça, on sera liés pour toujours. Rien ne pourra nous séparer. » Maëla a trouvé l'idée touchante et romantique. C'était une belle preuve d'amitié. Quelques jours plus tard, Soraya lui a offert une magnifique chaîne en argent massif, avec son prénom délicatement gravé dans une police élégante. Le bijou était magnifique, certainement très coûteux. Maëla, émue aux larmes par ce cadeau, l'a mise immédiatement autour de son cou. Elle ne l'a plus jamais retirée, même pas pour dormir ou se doucher. C'est précisément à partir de ce moment que les choses ont commencé à déraper de façon inquiétante. Maëla se sentait constamment fatiguée, épuisée sans raison apparente. Des maux de tête persistants la torturaient quotidiennement. Une sensation de lourdeur permanente pesait sur ses épaules comme un fardeau invisible. Elle avait du mal à se concentrer en classe. Ses notes commençaient à baisser légèrement. La nuit, elle faisait des rêves étranges, des cauchemars légers, mais récurrents, qui la laissaient troubler au réveil. Rien d'alarmant au début, juste une sensation de malaise diffus qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Un week-end de janvier, Soraya a invité Maëla chez elle pour la première fois. Une grande villa moderne, luxueuse, avec une piscine, un jardin impeccablement entretenu. Tout était impressionnant, à l'image de la richesse évidente de la famille. Mais ce qui a vraiment marqué Maëla, ce qui allait changer sa perception des choses, c'est la rencontre inattendue avec Elliot, le frère aîné de Soraya. Grand, brun, la vingtaine, avec un regard intense et pénétrant. Dès qu'il a aperçu Maëla dans le salon, il s'est littéralement figé sur place. Son visage a pâli d'un coup, ses yeux se sont écarquillés de stupéfaction, sa mâchoire s'est décrochée. « Mais c'est impossible !» a-t-il murmuré,
comme s'il venait de voir un fantôme. « Quoi? Qu'est-ce qui est impossible ?» a demandé Maëla, troublée par cette réaction étrange. « Tu ressembles tellement à... » « Non, c'est complètement fou. Ce n'est pas possible. » Soraya est intervenue rapidement, peut-être trop rapidement, coupant court à la conversation avec une certaine brusquerie. Elle a entraîné Maëla dans sa chambre, changeant de sujet avec insistance. Mais Elliot n'arrivait pas à détacher son regard de Maëla pendant tout le reste de l'après-midi. Ses yeux la suivaient partout, remplis d'un mélange de stupéfaction et de quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Plus tard dans la journée, alors que Soraya était partie chercher des rafraîchissements à la cuisine, Elliot a profité de cet instant de solitude pour coincer Maëla dans un couloir à l'écart. « Il faut que tu saches quelque chose d'important, » a-t-il dit d'une voix basse et urgente. « Ma sœur avait une amie très proche, il y a quelques années. Elle s'appelait Iris. Elle est morte il y a exactement 2 ans, dans des circonstances tragiques. Et tu lui ressembles de façon terriblement troublante. C'est presque effrayant. Ce n'est qu'une simple coïncidence, non ?» a répondu Maëla, essayant de minimiser. « Ma sœur était très attachée à Iris. Beaucoup plus que ça, même. Leur relation dépassait largement le cadre de l'amitié ordinaire. Depuis la mort d'Iris, ma sœur n'a plus jamais été la même personne. Elle a changé, est devenue quelqu'un d'autre. » Elliot a sorti son téléphone portable de sa poche et lui a montré une photo après avoir hésité quelques secondes. Maëla a senti son sang se glacer instantanément dans ses veines. La ressemblance était absolument frappante, presque surnaturelle. Même coupe de cheveux, même forme de visage, même sourire, même regard. C'était comme regarder son propre reflet dans un miroir déformant. Seule une petite différence au niveau du nez les distinguait vraiment. Un malaise profond et nauséeux s'est emparé d'elle. Une sensation de vertige, mais elle l'a refoulée au fond d'elle-même, refusant d'y penser davantage. C'était juste une coïncidence bizarre, rien de plus. Le monde était grand, les sosies existent. Ça n'avait rien d'extraordinaire. Les semaines suivantes, Elliot a commencé à se rapprocher activement de Maëla. Il l'appelait régulièrement sous divers prétextes, lui envoyait des messages amicaux, cherchait constamment à passer du temps avec elle quand elle venait chez eux. Maëla trouvait cette attention flatteuse et agréable. Elliot était intelligent, drôle, attentionné. Mais Soraya, elle, voyait les choses d'un œil complètement différent. Son comportement changeait progressivement. Elle devenait possessive, jalouse, irrationnelle. Un soir glacial de février, Elliot a été retrouvé dans sa chambre par leurs parents, le bras cassé en 2 endroits. Il saignait abondamment du nez, son visage était tuméfié, couvert d'ecchymoses violacées. Plusieurs côtes étaient fêlées. Quand ses parents horrifiés lui ont demandé ce qui s'était passé, qui avait fait ça, il a simplement murmuré d'une voix brisée. « Soraya !» Elle l'avait battu, violemment, sauvagement, avec une force décuplée par la rage. Parce qu'il osait s'approcher trop de Maëla, parce qu'il menaçait son emprise. Maëla a appris la nouvelle le lendemain par un message laconique de Soraya. Elle était complètement sous le choc, incapable de croire ce qu'elle entendait. Comment son amie, si douce et attentionnée avec elle, avait-elle pu commettre un acte aussi violent et barbare contre son propre frère? Soraya a minimisé l'incident avec un aplomb déconcertant. Il exagère tout, comme d'habitude. On s'est simplement disputé verbalement, c'est tout. Il est tombé accidentellement dans les escaliers, ensuite. « Tu me crois, n'est-ce pas? Tu me fais confiance ?» Maëla voulait désespérément y croire, mais un doute sérieux s'était installé dans son esprit. Un ver dans le fruit. Peu après cet incident troublant, les problèmes de santé de Maëla se sont considérablement aggravés. Des douleurs thoraciques brutales et fulgurantes, des palpitations cardiaques incontrôlables qui la terrorisaient. Un soir, alors qu'elle dînait tranquillement avec ses parents, autour de la table familiale, elle s'est soudainement effondrée, la main crispée sur le cœur, le visage déformé par la douleur. « Maëla, Maëla, réponds-moi !»« Ma chérie !» a hurlé Natacha paniquée. Son père, André, l'a immédiatement portée dans ses bras jusqu'à la voiture. Direction l'hôpital en urgence. Les médecins l'ont examinée sous toutes les coutures pendant des heures. Électrocardiogramme, échographie cardiaque, analyse sanguine complète, scanner. Rien. Absolument aucune anomalie détectable. Son cœur était parfaitement sain selon tous les examens médicaux. Pourtant, les crises se poursuivaient régulièrement, s'intensifiaient même. Maëla avait l'impression que son cœur allait littéralement exploser dans sa poitrine, que sa cage thoracique
allait se fissurer sous la pression. La douleur était insupportable, pire que tout ce qu'elle avait connu. Les médecins étaient complètement impuissants, dépassés par ce cas inexplicable. Ils parlaient vaguement de stress psychologique, d'anxiété généralisée, de crise de panique. Mais ça n'expliquait absolument pas l'intensité phénoménale des symptômes physiques. Natacha et André étaient désespérés, au bout du rouleau. Ils voyaient leur fille unique souffrir horriblement sans pouvoir l'aider. Ils ont fini par prendre une décision radicale qui allait contre leurs habitudes. Consulter un pasteur spécialisé dans les prières de délivrance. Pasteur Jonas, un homme d'une 50aine d'années, réputé dans toute la région pour ses dons spirituels et ses prières puissantes. Le jour du rendez-vous crucial, par un après-midi ensoleillé, Maëla est entrée nerveusement dans le bureau austère du pasteur. Elle portait toujours la chaîne offerte par Soraya autour de son cou, ainsi que plusieurs bracelets colorés que son ami lui avait progressivement offerts au fil des mois. Pasteur Jonas n'a même pas dit bonjour, ne s'est pas présenté. Dès qu'il a vu Maëla franchir le seuil, il s'est levé d'un bond de sa chaise et a marché rapidement vers elle, le visage grave. « Qu'est-ce que vous faites ?» a demandé Maëla, surprise et effrayée. Sans un mot, le pasteur a retiré la chaîne de son cou d'un geste ferme. Cette jeune fille porte plusieurs antennes spirituelles sur elle. Ces objets ne sont absolument pas innocents. Ils sont chargés. Il a ensuite retiré les bracelets, un à un, avec précaution, les posant sur la table comme s'ils étaient hautement contaminés ou radioactifs. À cet instant précis, comme par un signe du destin, le téléphone de Maëla a sonné bruyamment. Soraya. L'écran affichait son nom. Maëla a décroché, profondément troublée par la coïncidence. « Où es-tu exactement ?» a demandé Soraya d'une voix anormalement tendue, presque paniquée. « Chez un ami de mes parents. Pourquoi ? Avec qui exactement ? Dis-moi précisément où tu es, maintenant, immédiatement. » Le ton était devenu menaçant, presque agressif, totalement inhabituel. Maëla a raccroché rapidement, extrêmement mal à l'aise. Pasteur Jonas a fixé intensément le téléphone. Puis Maëla, avec un regard qui en disait long. Elle sent parfaitement que quelque chose est en train de se briser, que son emprise se fissure. Les 3 jours suivants ont été absolument éprouvants pour toute la famille. Prières intensives du matin au soir, jeûne complet, bains rituels d'encens et de plantes. Pasteur Jonas priait sans interruption, imposant ses mains tremblantes sur la tête de Maëla pendant des heures. La jeune fille se sentait complètement épuisée, vidée de toute énergie. Son corps était douloureux, son esprit embrumé. Les nuits étaient encore pires, cauchemardesques. Maëla faisait des cauchemars d'une netteté terrifiante, plus réelle que la réalité elle-même. Soraya apparaissait dans ses rêves, les yeux rouges brillants comme des braises, le visage déformé par une colère monstrueuse. Elle pleurait des larmes de sang, suppliait Maëla de revenir vers elle, de ne pas l'abandonner. Puis, soudainement, sans transition, elle se mettait à hurler de rage, à menacer, à promettre vengeance. « Tu ne peux pas m'échapper. Tu es à moi. Tu m'appartiens pour toujours. » Maëla se réveillait systématiquement en sueur froide, le cœur battant à tout rompre, terrorisée. Après 3 jours épuisants de combats spirituels acharnés, Pasteur Jonas a finalement annoncé que Maëla pouvait rentrer chez elle. Mais il a sévèrement mis en garde ses parents sur le pas de la porte. « Faites très attention. Elle n'est pas encore totalement libre. Le combat spirituel continue. Restez vigilants. Priez constamment. » Maëla est retournée à l'école après une semaine d'absence. Soraya a maintenu ses distances pendant quelques semaines, ce qui a soulagé tout le monde. Maëla pensait sincèrement que le pire était passé, que tout allait redevenir normal. Elle se trompait lourdement. Un après-midi pluvieux de mars, alors que le ciel déversait des trombes d'eau, Soraya l'a appelée. « Ça me manque tellement, nous deux. Notre complicité, nos rires, nos secrets. Viens à la maison. On doit absolument parler de nous. » Maëla a longuement hésité, son instinct lui criant de refuser. Mais la nostalgie de leur amitié passée l'a finalement emportée. Elle voulait désespérément retrouver ce lien qui l'avait tant réconfortée après sa rupture. Cette connexion unique qu'elle croyait sincère. Quand elle est arrivée devant la villa, la maison était complètement vide. Pas de parents, pas d'Elliot qui avait d'ailleurs déménagé depuis l'agression. Juste Soraya et une atmosphère étrangement lourde, oppressante, presque suffocante. La pluie battait violemment contre les grandes fenêtres.
Les lumières étaient volontairement tamisées. Des bougies parfumées brûlaient un peu partout. Elles se sont assises sur le canapé luxueux du salon. Soraya a commencé à parler longuement de leur amitié, de tout ce qu'elles avaient repartagé. Des moments inoubliables. Sa voix était douce, presque hypnotique, envoûtante. Puis, progressivement, elle a posé sa main sur celle de Maëla, caressant doucement sa peau. « Tu me manques tellement. Tu es littéralement la seule personne qui me comprend vraiment, qui me voit telle que je suis. Soraya, je t'aime, Maëla. Pas simplement comme une amie. Je t'aime vraiment, profondément, passionnément. » Avant que Maëla puisse réagir ou protester, Soraya l'a embrassée. Un baiser long, intense, passionné. Maëla était complètement figée, confuse, submergée par une vague d'émotions contradictoires et déstabilisantes. Elle aurait dû partir immédiatement. Elle aurait dû refuser catégoriquement. Mais elle était fragile, vulnérable, en manque désespéré d'affection et de validation. Elle a fini par céder, s'abandonnant à l'instant. Ce jour pluvieux a marqué le début d'une relation secrète qui allait progressivement la détruire de l'intérieur. Maëla et Soraya sont devenues bien plus que des amies. Elles partageaient désormais un lien intime, secret, caché de tous. Maëla se sentait à la fois euphorique et profondément terrifiée. Elle savait instinctivement que quelque chose n'allait fondamentalement pas, mais elle ne pouvait plus s'en détacher. C'était comme une addiction, un besoin viscéral. Son comportement a changé radicalement en quelques semaines. Elle est devenue rebelle envers ses parents, distante, froide. La prière qu'elle pratiquait régulièrement avant avec ferveur ne l'intéressait plus du tout. Elle mentait constamment, inventait des excuses, sortait en cachette la nuit. Elle passait absolument tout son temps libre avec Soraya, délaissant ses anciennes amies, sa famille, ses responsabilités. Natacha et André voyaient en leur fille unique leur échapper progressivement, glisser vers un abîme invisible, totalement impuissant. Puis un soir d'avril, tout s'est brutalement effondré. Maëla était tranquillement à la maison, regardant la télévision avec ses parents, quand une douleur absolument fulgurante lui a transpercé la poitrine, comme une lame brûlante. Elle s'est effondrée violemment au sol, incapable de respirer, suffocant. Son corps convulsait de façon incontrôlable. Ses yeux se révulsaient dans leurs orbites. De l'écume blanchâtre apparaissait aux commissures de ses lèvres. « Appelle une ambulance, vite !» a hurlé Natacha d'une voix déchirante. « Chers amis, si cette histoire te touche et que tu veux connaître la suite, abonne-toi dès maintenant. Tu ne veux pas rater ce qui va se passer ensuite. » À l'hôpital, dans le service des urgences, les médecins ont absolument tout tenté. Réanimation, perfusion multiple, examen approfondi. Mais rien n'expliquait rationnellement son état critique. Ses signes vitaux étaient dangereusement faibles, terriblement instables. Elle oscillait littéralement entre la vie et la mort, son corps luttant contre un ennemi invisible. André, complètement paniqué, a immédiatement appelé Pasteur Jonas en pleine nuit. Le pasteur est arrivé en urgence moins d'1 heure plus tard, a prié intensément au chevet de Maëla pendant toute la nuit, sans interruption. Il sentait clairement une présence oppressante dans la chambre d'hôpital, une force malveillante qui résistait farouchement. Le lendemain matin, catastrophe supplémentaire. Pasteur Jonas a eu un grave accident de voiture en rentrant chez lui après sa veille. Sa voiture a été gravement endommagée, rien de fatal heureusement, mais suffisamment inquiétant et symbolique pour que les parents de Maëla comprennent immédiatement. Le combat spirituel était extrêmement violent, et les forces invisibles en présence ne voulaient absolument pas lâcher prise. Face à cette situation désespérée, ils ont contacté d'urgence un autre homme de Dieu, Pasteur Nathan, recommandé par une connaissance. Dès qu'il est entré dans la chambre d'hôpital stérile, il a brusquement reculé d'un pas, le visage décomposé. Cette jeune fille, elle sent littéralement la mort. L'odeur pestilentielle de la mort est partout sur elle, autour d'elle. Natacha a éclaté en sanglots incontrôlables, se laissant tomber sur une chaise. André serrait les poings jusqu'à s'en faire blanchir les jointures, complètement impuissant face à cet ennemi invisible et terrifiant. Pasteur Nathan a immédiatement commencé un combat spirituel d'une intensité rare. Pendant 1 mois entier, sans relâche, il est venu quotidiennement prier, jeûner rigoureusement, imposer les mains avec ferveur. Maëla était dans un état second absolument terrifiant. Elle voyait des choses que personne d'autre ne percevait. Des apparitions horrifiques, des présences maléfiques.
Soraya venait constamment la hanter. Elle apparaissait régulièrement au pied de son lit d'hôpital, d'abord souriante et séduisante, puis progressivement menaçante et terrifiante. Son visage se transformait, devenait monstrueux. Parfois, c'était Monsieur Darrel, le père de Soraya, qui se tenait immobile dans un coin sombre de la chambre, silencieux et inquiétant, les yeux complètement vides de toute humanité. Maëla hurlait de terreur, pleurait des heures entières, suppliait désespérément qu'on les fasse partir, mais personne d'autre ne les voyait, ne les percevait. Un matin catastrophique, elle s'est réveillée complètement paralysée. Sa bouche ne s'ouvrait absolument plus, comme si ses mâchoires étaient soudées ensemble par une force invisible. Impossible de parler, de manger, même de boire. Les médecins ont d'abord cru à un accident vasculaire cérébral, ont effectué un scanner cérébral complet d'urgence. Mais tous les examens revenaient normaux. C'était médicalement inexplicable, défiant toute logique scientifique. Natacha et André étaient littéralement brisés, anéantis. Ils avaient tout essayé. Hôpitaux modernes, avec leurs équipements sophistiqués, médecins spécialistes reconnus, pasteurs puissants. Leur fille unique était en train de mourir lentement sous leurs yeux impuissants, et ils ne pouvaient absolument rien faire pour la sauver. Natacha avait perdu plusieurs kilos. Ses cheveux avaient commencé à blanchir prématurément. André ne dormait plus, passait ses nuits à prier désespérément. Les jours se sont transformés en semaines interminables. Maëla était maintenue en vie artificiellement par des perfusions nutritives. Son corps maigrissait dangereusement. Sa peau devenait translucide. Elle ressemblait déjà à un cadavre ambulant. Puis, un matin de mai, après des semaines d'agonie insoutenable, un miracle s'est produit. Maëla a soudainement ouvert les yeux. Pour la première fois depuis des semaines, son regard était clair, présent, conscient. Elle a réussi à bouger légèrement ses doigts, puis progressivement ses mains. Sa bouche s'est entr'ouverte doucement. Lentement mais sûrement, elle reprenait vie, comme si son âme réintégrait son corps. Les médecins n'en revenaient pas. Ils parlaient de rémission spontanée, inexpliquée, de miracle médical. Natacha et André pleuraient de joie et de soulagement, remerciant Dieu à genoux. Les jours suivants, l'état de Maëla s'est amélioré de façon absolument spectaculaire. Elle a recommencé à manger de petites quantités, à parler d'une voix faible mais audible, à marcher avec assistance. Son corps reprenait progressivement des forces. C'était réellement un miracle inexplicable. Après 2 semaines supplémentaires d'hospitalisation sous surveillance, Maëla a finalement pu rentrer à la maison familiale. L'atmosphère était joyeuse, pleine d'espoir retrouvé. Elle passait ses journées à se reposer, à récupérer progressivement ses forces perdues. Une nuit, environ 3 semaines après son retour, alors qu'elle dormait paisiblement dans son lit, Maëla a fait un rêve particulièrement étrange et troublant. Elle se trouvait dans un espace complètement sombre, vide, sans aucun repère, un néant oppressant. Soraya était là, debout face à elle, vêtue d'une robe noire, le visage pâle comme la mort. « Tu ne connaîtras jamais le bonheur véritable », a déclaré Soraya d'une voix glaciale et métallique. « Jamais. Je m'en assurerai personnellement. Tu m'appartiens. » Dans le rêve, quelque chose de profond en Maëla s'est soudainement brisé. Toute la peur accumulée s'est transformée en une rage pure, explosive. Une force qu'elle ne se connaissait absolument pas a surgi des tréfonds de son être. Elle s'est jetée violemment sur Soraya, l'a combattue avec une violence inouïe, primitive. Le combat a duré longtemps, intense et brutal. Maëla frappait, griffait, hurlait. Finalement, après ce qui sembla une éternité, elle a réussi à terrasser Soraya, qui s'est effondrée au sol, vaincue, disparaissant progressivement dans l'obscurité. Maëla s'est brusquement réveillée en sueur abondante, le cœur battant violemment à tout rompre. Mais cette fois, ce n'était pas de la peur qui l'habitait. C'était un profond soulagement, une sensation de libération totale. Quelque chose venait de se briser définitivement. Le lendemain matin, vers 10 heures, son téléphone a sonné. C'était Elliot. Sa voix tremblait. « Maëla, je dois t'annoncer quelque chose de terrible. Soraya est morte cette nuit. » Le silence s'est installé lourdement. Maëla a senti ses jambes se dérober sous elle. Elle s'est assise précipitamment. Comment est-ce possible? Arrêt cardiaque brutal. Soudain, sans aucun signe avant-coureur. Elle était pourtant en parfaite santé apparente. Les médecins ne comprennent absolument pas. Ils sont complètement déboussolés. À quelle heure exactement? Vers 3 heures du matin.
D'après les médecins légistes, Maëla a raccroché lentement, les mains tremblantes. 3 heures du matin, exactement l'heure de son rêve. Elle savait, au fond d'elle-même, dans un endroit qu'elle ne pouvait expliquer rationnellement, elle savait que ce rêve n'était absolument pas qu'un simple rêve. C'était un véritable combat final sur un plan spirituel invisible. Et elle l'avait définitivement remporté. Le lien mystique qui l'enchaînait à Soraya venait de se rompre brutalement avec la mort physique de cette dernière. Les semaines suivantes, Maëla a continué à se rétablir progressivement. Son corps reprenait lentement, mais sûrement des forces. Son esprit retrouvait la paix intérieure, la sérénité perdue. Les cauchemars terrifiants ont complètement cessé du jour au lendemain. Les douleurs inexplicables ont totalement disparu. Elle pouvait à nouveau respirer librement, vivre normalement. Elle a courageusement repris ses études après les vacances d'été. Elle a brillamment réussi son baccalauréat quelques mois plus tard, avec d'excellentes notes. Elle est entrée à l'université avec enthousiasme. Une vie nouvelle commençait enfin pour elle, débarrassée des ténèbres. Les années ont passé paisiblement. Maëla a fini ses études supérieures, avec succès. Elle a rencontré un homme bon, attentionné, qui l'a aimé sincèrement. Ils se sont fiancés après 2 ans de relations stables et saines. Ils se sont mariés lors d'une belle cérémonie religieuse. Quelques années plus tard, elle est devenue mère d'une magnifique petite fille. Aujourd'hui, Maëla mène une vie simple, équilibrée, paisible. Elle est épanouie dans son rôle d'épouse et de mère. Elle prie régulièrement, fréquente assidûment son église. Elle a retrouvé la foi qu'elle avait temporairement perdue. Mais une chose a définitivement changé en elle pour toujours. Elle est devenue extrêmement méfiante, vigilante envers les amitiés trop soudaines, trop intenses, trop fusionnelles. Ces relations qui semblent trop belles, trop parfaites pour être vraies. Elle a appris à écouter attentivement son instinct, à reconnaître les signes avant-coureurs du danger. Elle observe minutieusement les comportements, les paroles, les gestes. Et surtout, elle a profondément compris la puissance absolue de la prière et du discernement spirituel. Elle surveille également de très près les fréquentations de sa fille. Chaque nouvelle amie est scrutée, analysée. Elle veille jalousement sur son enfant, déterminée à ce qu'elle ne vive jamais ce qu'elle a traversé. Aujourd'hui, Maëla est une femme forte, épanouie, reconstruite. Elle a survécu à quelque chose que peu de gens peuvent comprendre. Elle raconte parfois son histoire à ceux qui veulent l'entendre. Non pas pour faire peur inutilement, mais pour alerter, pour ouvrir les yeux, pour que d'autres ne tombent pas dans le même piège mortel. Car le mal existe réellement. Il ne se présente pas toujours avec des cornes et une queue fourchue. Parfois, il porte un beau visage, un sourire chaleureux, offre des cadeaux coûteux. Il se cache derrière une amitié apparemment sincère, derrière des mots doux et réconfortants. Il s'infiltre progressivement dans nos vies quand nous sommes vulnérables, blessés, en manque d'amour. Et il faut toujours, absolument toujours, rester vigilant. Protéger nos proches, écouter notre intuition, prier sans relâche. Chers amis, Mama Aya vous conseille de prier sans relâche pour vos enfants et de surveiller attentivement leur fréquentation. Les liens toxiques ne se manifestent pas toujours de manière évidente au début. Restez à l'écoute de votre intuition maternelle ou paternelle, car elle ne trompe jamais. Si quelque chose vous semble étrange dans une relation, même si vous ne pouvez pas l'expliquer rationnellement, n'hésitez pas à agir rapidement. Protégez vos proches avec la prière quotidienne et le jeûne, car le combat spirituel est absolument réel, et la vigilance constante est votre meilleure arme contre les forces invisibles qui cherchent continuellement à détruire. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines aventures. Laissez aussi un commentaire chaleureux pour m'encourager. Et dites-moi depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.